À vous de juger. 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 Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger, nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes là. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission, mesdames et messieurs. À vous de juger le dernier numéro de la semaine. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons analyser quelques informations du week-end. Vous le savez, il y a déjà le gouvernement Souminouadé qui a été rendu public par l'ordonnance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, le même gouvernement condamne le massacre de plus de 300 civils par l'AFC et M23. On va en savoir un peu plus dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, vous nous suivez, vous nous écrivez, vous réagissez sur notre chaîne YouTube Locomé TV. Vous avez toujours réagi, vous faites des remarques, vous posez même des questions aux invités et à nous-mêmes. Et vraiment, nous sommes très fiers de vous. Continuez toujours de nous faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Locomé TV, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos émissions. Pour analyser cette thématique, eh bien, nous sommes déjà là avec un compatriote, analyste politique, mais internationaliste des formations et pratiquant, Cédric Ndombele. Bonsoir. Bonsoir, cher Émile. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà. Vous savez, ce que j'aime dans votre émission est à caractère pédagogique. Voilà. Donc, vous nous donnez l'opportunité d'essayer d'analyser des actualités, enfin, de donner nos avis, parce que la liberté d'expression est garantie dans la Constitution. La liberté d'expression, tout Congolais a droit d'émettre un avis par rapport à une préoccupation. Tout ça, c'est ce qui est important. Vraiment, je crois bien que nous allons passer des bons moments ensemble. Sans oublier la route DGC. Grand Malik DGC est toujours en état de délabrement très avancé. Et je vois encore la route magasin qui mène vers la station Macampagne. Et aussi dans un état de délabrement. Nous voulons que les autorités compétentes viennent rapidement afin de réguler la circulation routière qui est troublée en ces jours. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est à 100 à l'heure que nous démarrons cette émission, comme vous pouvez très bien le constater. On parle d'abord du gouvernement. Après, nous allons chuter par ce massacre du 1-23 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Souminouadé, Cédric Ndombele, qu'est-ce qui vous a plu? Merci pour cette préoccupation. Vous savez, comme on dit toujours, chaque département ministériel représente un besoin de la population. Très bien. Notre fois, nous avons déploré avant la sortie de celui-ci, nous avons déploré que ce soit plus un gouvernement, que ce soit pas un gouvernement éléphantex, c'est-à-dire un gouvernement à une longue taille, un gouvernement de large, donc que ce soit un gouvernement réduit, afin de faciliter qu'on puisse avoir des moyens pour les investissements. Parce que vous savez que les institutions sont budgétivores. Aujourd'hui, il n'y a pas de frais d'investissement par rapport à chacun des secteurs. Tout l'argent est consommé par les institutions. C'est pour cela que j'avais proposé, avant la sortie de ces gouvernements, qu'on puisse réduire un peu la taille. Mais nous avons vu que la taille n'est pas réduite. C'est toujours les mêmes nombres de postes. Bon, ce qu'on attend de ces gouvernements, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de spécial, parce que la première ministre est toujours là. C'est elle qui dirige le gouvernement. Elle va à nouveau présenter son projet au niveau du Parlement. La fois passée, Souminouadé 1, elle avait plus parlé de l'investissement. Non, on n'est pas encore sur ce que
ce qu'ils vont faire. Tout à fait. D'abord, je voulais d'abord savoir ce qui vous a plu après la publication de la liste, mais je constate que rien ne vous a plu. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu de spécial par rapport à cette composition, sauf que j'ai constaté sur les plans formes, il y a certains ministres... Une cinquantaine de membres, oui. Cinquantaine, près de 54 ou 55, tout à comme fait. ça. Il y a certains ministres qui ont été permutés en quittant un ministère à un autre. Il y a des nouveaux venus aussi. Voilà. Ils ne sont pas très On va parler un peu des nouveaux venus. Constaté. On parle un peu des nouveaux venus là. Mesdames et messieurs, on est en direct. On parle un peu des nouveaux venus. Parmi les principales entrées dans ce gouvernement, on note Adolphe Muzito, qui prend le règne du ministère du Budget. Tout à fait. Vous savez... Ça vous dit quelque chose? Oui. Il a déjà pu gérer les pays. À l'époque de Joseph Kabila, il a montré de quoi il était capable. Il fut Premier ministre. Il avait remplacé le défunt Antoine Gizenga. Mais à l'époque, on a constaté que sa manière de gérer était pas mal. Le ministre Muzito, à l'époque Premier ministre, il gérait bien les finances publiques. Il a essayé un peu de réguler les dettes extérieures. L'initiative PTT. Tout à fait. Et il pauvre très endetté. Il a purgé les dettes de la République démocratique du Congo vers les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. Et aujourd'hui, parce qu'il fut aussi ministre des budgets, si je ne me trompe pas, aux finances, à l'époque, avant qu'il devienne Premier ministre. Et aujourd'hui, il était, je ne sais pas moi, à l'opposition ou au centre. Un lamoukiste qui est réveillé, c'est un lamouka. Tout à fait. Aujourd'hui, il était aux côtés de Martin Fayoulou, du côté de l'opposition, mais lui est un peu plus modéré que Fayoulou. Tout à fait. Aujourd'hui, il a pris l'option d'intégrer les gouvernements. Vous savez, la gestion de la chose publique, ça demande aussi de l'expertise. L'intelligence ne suffit pas, il faudrait aussi qu'il y ait de l'expertise afin de permettre que la chose publique soit bien gérée. Lorsqu'on les nomme comme étant ministre du budget, vous savez que chaque ministère a ses attributions. Le ministère du budget a ses attributions définies par des ordonnances présidentielles. J'ose croire que le ministre Muzito ne va pas décevoir la population par rapport au retard des salaires, parce que nous rencontrons aujourd'hui les problèmes des retards des salaires, des frais de fonctionnement, des administrations et des cabinets. Ça pose problème. Nous croyons qu'en collaboration avec le ministre des Finances, vu son expérience, les finances publiques il va travailler avec Doudou. Tout à fait. Doudou Famba. Les finances publiques, nous croyons bien que cette fois-ci, la chaîne des dépenses sera respectée et les salaires, les primes des agents seront payés à bonne et due forme. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir le nom de nouvelles têtes qui ont intégré le gouvernement. Sachez-les qu'après, on a déjà cité le nom de Muzito, il faut maintenant citer le nom de Floribert Anzoulouni, qui est nommé à l'intégration régionale. Il y a Guillaume Ngefa, qui hérite du portefeuille de la justice, tandis que Marie Nyange Ndambo est chargée de l'environnement. Julie Mbouyi prend la tête du ministère du portefeuille. Il y a Micheline Ombahe qui est désignée au ministère du genre, famille et enfants. Et Grace Emi Coutuno devient ministre de la jeunesse. Enfin, Eliezer Tambwe est nommé ministre délégué à la défense et aux anciens combattants. Un journaliste. Tout à fait. Vous savez qu'ils n'ont jamais géré la chose publique. C'est une première pour certains, surtout les nouveaux. C'est une première. Pas n'importe quel ministère. Hein. Tout à fait. Défense nationale et anciens combattants. Il est ministre délégué. Oui, mais il est ministre. Tout à fait. Il est ministre délégué à la défense. Je crois bien il va profiter. Est-ce que c'est la place qu'il fallait pour lui?
Bon, essayez un peu de nous écrire, s'il vous plaît. Pas avec les SMS. Écrivez-nous. Merci beaucoup. Écrivez-nous sur WhatsApp. Merci. Allez-y. De Kouelezer, nous avons fait l'IPEN avec lui. Il a, à l'époque, moi j'étais en deuxième licence. Lui, il était en G3. Il nous suivait juste après. Oui. Il a fait les SPA, les sciences politiques. Nous on était en relations internationales. Lui, en sciences politiques, c'est quelqu'un qui est courageux. Et il a embrassé aussi le média. Tout à fait, qui s'est vraiment bâti pour arriver à ces niveaux aussi par la grâce de Dieu. Comme c'est une première, il va faire montre de quoi il est capable, afin d'amener un plus-value par rapport à la gestion de la chose publique. Mais moi, ma question, c'est de savoir si c'est vraiment la place qu'il fallait pour lui. La place, je dirais, c'est une première expérience. Si vous me posez la question par rapport au ministre... Du micro, après avoir été devant le plateau de télévision et à l'Assemblée nationale, parce que c'est un député élu, le micro, poser aux gens des questions, comment il s'appelle? Son émission là, c'est député... Masolona député. Masolona député, nécessairement Masolona député. Sili, hein? Comme Masolona ministre. Mais bon, est-ce que... du côté de la défense, là, vous pensez vraiment qu'il va s'en sortir? Bon, au Parlement, c'est sa deuxième expérience. Il a été lié à nouveau. Il y a des travaux en commission. Je ne sais pas s'il faisait partie de quelle commission, parce qu'il y a la commission défense et sécurité. Ouais. Là-bas, on traite des questions de la sécurité nationale. Je ne sais pas s'il faisait aussi partie de cette commission. Mais il va vraiment profiter de beaucoup d'expérience par rapport à sa première nomination en tant que ministre de la République. Bien sûr qu'il parle trop journalisme, mais il a fait les sciences politiques, comme je venais de dire là. Il va faire valoir, et il a fait les doctorats en criminologie, je crois. Il va faire valoir sa compétence, son expertise par rapport à ses recherches. Au niveau de la défense nationale, vous savez que la défense nationale qui s'occupe de l'armée. L'armée, c'est l'intégrité territoriale. Donc, nous osons croire qu'il y aura des bonnes propositions de sa part et de son chef, direct, qui est le ministre de la Défense. Ils vont travailler en synergie, de proposer des projets de loi, des bonnes choses au Conseil des ministres, afin d'amener les projets au Parlement pour sa validation. Donc, Ndeko Eliezer va travailler avec Guy Kabongo, moine d'Anvita. Tout à fait. Lui, il garde toujours son poste. Ouais. Il garde toujours son poste. Son bilan, je trouve, un peu mitigé. Nous voyons quand même du courage à son égard. Il fait montre du courage. Il essaie un peu de faire valoir, malgré qu'il n'est pas un militaire ou une personne qui a suivi des formations spécialisées en matière de défense de la sécurité, mais il essaye quand même de donner le meilleur de lui. Nous avons vu quand même le courage qu'il a fait montrer. J'ose croire que sa reconduction à ce poste, il fera encore plus d'avantages. Et parmi les nouvelles entrées au gouvernement, vous reconnaissez encore qui? À part Eliezer, je connais Grace. Madame Grace Coutinho, pasteur Grace, qui dirige l'église Armée des Victoires aujourd'hui. Bon, je ne connais pas son profil, sa manière, je ne sais même pas quelle filière qu'il a embrassé à l'université. Bon, c'est une pasteur. Oui, c'est une première, c'est un département ministériel aussi important. Je parle d'une pasteur. Oui. Parce que une pasteur, oui, je parle d'une pasteur. C'est un département ministériel important, la jeunesse. Ouais. On vous nomme ministre de la jeunesse. Vous savez que la pyramide est renversée en Afrique. En Europe, il y a plus de vieux, moins de jeunes. Mais en Afrique, il y a plus de jeunes que de vieux. Donc la pyramide est renversée. Donc elle a un grand travail à faire. Elle doit
elle ne doit pas trouver cette nomination comme un privilège, mais une charge. Parce que gérer la jeunesse, ce n'est pas facile. C'est la majorité de la population. Vous savez que la jeunesse, d'ailleurs, c'est un état d'esprit. Donc, il faudrait encourager à ces postes, on vient de les nommer, elle doit multiplier les initiatives, comme c'est une première, elle doit multiplier les initiatives. À l'église, je vois comment est-ce qu'elle est au four au moulin, elle est courageuse. Mais comment on fait pour intégrer dans un gouvernement? Ça veut dire qu'elle se trouvait dans un parti politique? Tout à fait. Parce que subitement comme ça, vous n'appartenez à aucune formation politique, on vous retrouve ministre, et ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, comme on vient de dire, mais ça arrive aussi, comme vous voyez, le ministre d'État, Constant Moutamba, a été nommé, il ne faisait pas partie de la majorité. Non, ça c'est autre chose. Oui. Mais nous disons d'abord appartenir à une formation politique. Tout à fait. Parce que l'Église n'est pas un parti politique, à moins qu'elle puisse pratiquer la politique en cachette. Au moins ça, ou soit elle fait de la politique active en cachette sans que nous puissions savoir, mais ces postes qu'il endosse maintenant là, c'est un poste majeur, ministre de la jeunesse, ce n'est pas facile. Moi, la jeunesse, moi, ce que je proposerais à elle, par rapport à son poste, son département en tant que ministre de la jeunesse, elle doit plus travailler en collaboration avec la structure des changements de mentalité. Très bien. J'ai un livre que j'ai écrit sur les changements de mentalité, facteurs de développement du continent et en particulier la République démocratique du Congo. Très bien. Donc, en tant que ministre de la jeunesse, chef de son département, elle doit plus travailler avec ces structures-là de la présidence pour essayer un peu d'accomplir certaines missions par rapport à la jeunesse. Parce que vous savez que la jeunesse, comme on vient de dire, c'est la majorité de la population congolaise. Donc, si elle ne travaille pas en collaboration avec une structure comme le changement des mentalités et d'autres structures de jeunes remplies d'initiatives, elle ne va pas réussir à sa mission. Si elle veut encore, si elle veut faire plus, vous êtes là et elle peut vous contacter pour que vous puissiez aussi l'aider dans son cabinet de travail. Voilà, il y a un message là, quelqu'un qui... bonsoir messieurs les journalistes, nous sommes très fiers de monsieur Eliezer Tamboué qu'ils viennent ranger notre armée. Ça c'est un message de téléspectateur à l'endroit de monsieur Eliezer Tamboué. Est-ce que dans les postes ministériels, il n'y a pas une charte qu'on doit respecter? Est-ce que les célibataires sont autorisés aussi de conduire de grandes responsabilités de l'État? Oui, mais ce n'est pas, je ne pense pas que c'est une loi que les célibataires ne doivent pas être... Non, je ne parle pas de loi. Oui, moi j'analyse. Je ne pense pas que c'est une loi qu'un célibataire ne veut pas assumer une fonction de l'État. Mais par rapport à la charge, la personne doit être engagée, doit être responsable. Un homme marié, une femme mariée, pour le respect, la dignité de la personne, à la fonction. À les places que la personne soit celle, là vraiment ça peut toujours susciter beaucoup de choses et beaucoup d'interprétations. Mais je crois bien que la quasi-totalité des ministres sont engagés, sont des pères de famille, des mères de famille. Je crois bien c'est ce qui est essentiel. Donc, c'est un peu ça. Mais par rapport aux anciens ministres, Mité, les bilans d'abord. Les bilans de certains, c'est à discuter. Il y a certains, leurs bilans sont négatifs. Certains, leurs bilans sont positifs. Si je peux citer, il y a certains ministres... Permettez. Oui, permettez. Allez-y. Ou soit... certains ministres encore en fonction, qui gardent leur poste, que j'ai beaucoup loué leur manière de faire. En première position. En première position, le courage de la ministre des Affaires étrangères.
Et elle vous a beaucoup impressionné. Elle m'a beaucoup impressionné. Elle maîtrise l'anglais parce que trop souvent, devenir ministre, c'est un poste politique. Très bien. Nous avons vécu des ministres des Affaires étrangères qui ne maîtrisaient même pas l'anglais. Il fallait un traducteur en tout moment. Voilà, tout à fait. Alors qu'un diplomate, un ministre des Affaires étrangères, en principe, pour qu'il puisse bien assumer cette fonction-là, en principe, il doit être d'abord un diplomate. Un diplomate, c'est quelqu'un qui maîtrise les techniques diplomatiques, qui maîtrise les langages diplomatiques, la tenue vestimentaire. D'ailleurs, là, on apprend tout le monde comment s'habiller comment marcher, comment s'asseoir. Là, on apprend. Mais il y a des techniques diplomatiques qu'un ministre des Affaires étrangères doit maîtriser, voire même lors des échanges avec son homologue, ministre des Affaires étrangères d'un autre État, ou envers des conférences internationales. Parce que vous n'allez pas vous limiter à ce qui est déjà écrit sur votre papier, mais il y a des fois l'intelligence qui joue aussi. Vous devez répondre à certaines questions par rapport à votre intelligence, expertise. Donc j'ai vraiment apprécié, lors du gouvernement Sumino 1, la manière de faire de la ministre d'État aux Affaires étrangères. Et deuxièmement, la ministre des Affaires sociales, je crois bien, elle n'est plus là. La ministre, les noms m'échappent, elle mettait des lunettes. Elle était vraiment dynamique. Moi, j'ai aimé sa manière de faire aux affaires sociales. À tout moment, et elle allait voir les déplacés, voire même à l'Est, faire des dons, tout ça. À tout moment, elle était médiatisée. Mais nous avons vu certains qui n'ont rien foutu pendant plus d'une année, mais à la fin des comptes, nous les avons vus dans les médias en train de faire des publicités. Moi, j'ai fait ça, j'ai mené telle action, alors à la fin. Mais ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle, ils ont encore été nommés, certains, la majorité. Ça ne pose pas de problème. Vous n'avez que deux ministres qui ont distingué. Il y a encore les ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui fournit aussi pas mal d'efforts. Vous savez il y en a qui parlent, qui fait du spectacle. Non, les gens ne sont pas mécanisés. Ils choisissent les gens de leur parti politique pour le mécaniser. Être mécanisé en RDC, c'est comme si ça devient une faveur. Il faut jeûner, il faut monter, c'est pas un manguengue, il faut faire des sacrifices pour être mécanisé, alors que c'est un droit d'un fonctionnaire de l'État. Vous savez qu'il y a encore beaucoup à faire. Le Congo, c'est un sous-continent. Il y a des milliers de fonctionnaires. Je ne suis pas son porte-parole, mais il essaie quand même de faire pas mal d'efforts par rapport à ses prédécesseurs. Donc, il fournit autant d'efforts par rapport à la mécanisation, il fournit autant d'efforts, mais il y a l'ancien système qui perdure toujours. Il est en train de fournir des efforts afin d'éradiquer l'ancien système. Il y a certains téléspectateurs qui disaient, d'ailleurs j'ai encore leur message, qu'il a trop bougé quand il a entendu qu'il y a remaniement, pour qu'il puisse quand même plaire au chef de l'État afin de les garder. Pareil avec Raïssa Malou, dernièrement j'avais les invités sur ce plateau qui disaient que non, bon, vous voyez, à 2 jours après la publication des résultats, après l'examen d'État, ça n'a fait que 2 jours seulement, et elle a publié les lauréats, dont les uns parlent d'une magie, les autres parlent de l'innovation, de ceci. Il dit que tout ça là, c'était seulement pour plaire au chef de l'État afin d'être reconduit comme membre du gouvernement. Ouais, ces gens ont réussi quand même. Ouais. Parce que Raïssa est resté. Oui. Liaou est resté. Oui, il y a certains... Mais il y a des ministres là qu'on ne connaît pas. Ouais, on n'a même pas connu depuis qu'ils sont... Vous savez, les jours, les 2 août, les jours de la célébration des Génocostes, juste là, derrière le Tembe na Tembe, je vis la ministre des Droits humains. C'était une première pour moi de voir cette dame. Ok. Je ne l'ai jamais vue. Je dis, ah, cette dame, elle est ministre depuis plus d'1 année. Vous savez,
Donc, comme on ne cesserait jamais de dire, les départements ministériels représentent un besoin de la population. Donc, si tout ministre intériorise cette donne que je travaille, c'est un département qui correspond aux besoins de la population, c'est à ce moment-là que le pays peut changer. Lorsqu'un ministre trouve que lors de sa nomination, c'est un privilège, là, c'est déjà un danger. Donc, la République démocratique du Congo, les ministres nommés doivent, et ceux qui ont été réitérés à leur poste, ou soit permittés, doivent comprendre qu'ils servent aux besoins de la population. Ils sont là pour l'intérêt général. Donc, ils doivent s'améliorer. Ceux qui n'ont pas fourni lors du premier gouvernement Souminois 1, Souminois 2, qu'ils fournissent autant d'efforts afin de remédier à leurs secteurs respectifs. Il y a un téléspectateur qui vous pose la question, Lingala. Est-ce qu'ils ont acquis la Simoko au Kotaka, Batangaka, pour la ministre? Parce qu'il y a de ces ministres-là, depuis Kabila. C'est ça. Est-ce que. On peut essayer réponse? Oui, le téléspectateur a bien réfléchi. Il y a d'autres personnes. Il a cité des noms, je pense que c'est un homme, mais je ne citerai pas le nom de ce ministre pour être. Il y a d'autres personnes qui ne méritaient même plus d'être ministre dans ces pays. Par rapport au manque d'expertise, vous êtes ministre, vous ne proposez rien au Conseil des ministres, vous ne proposez rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement, donc, mais on vous appelle excellence. Ce qui importe, ce sont des gyrophares, ce qui importe, c'est l'honneur, tout ça, ce n'est pas ça. Donc, il y a certaines personnes, la population, j'ai été aussi contacté par certains, en disant que pourquoi c'est presque les mêmes personnes, alors nous autres, nous avons étudié, nous avons l'expertise, comment intégrer le gouvernement, comment intégrer les entreprises publiques. Moi, je lui ai dit, bon, ce sont des postes politiques. Ce sont des postes politiques. Si tu veux avoir un poste ministériel, il faut faire la politique. Bon, là aussi, en Afrique, et tout à fait. Plus particulièrement en RDC. On ne peut pas exclure les pouvoirs discrétionnaires du chef. Un bon matin, le président peut vous contacter. Émile, je vous nomme ministre de la communication. C'est possible. Tout dépend de la volonté du chef. Mais en majorité, vous savez, par rapport à la loi en vigueur, que moi je propose qu'elle soit modifiée, lorsque vous avez plus de députés, c'est-à-dire vous avez les poids politiques. Donc, c'est ce que moi, vraiment, je déplore. Lorsqu'on continuera toujours avec ce système de poids politiques, il y aura des gens qui seront toujours nommés. Les partis continueront toujours à proposer leur nom. Le chef de l'État n'aura pas de choix. Il continuera toujours à nommer presque les mêmes personnes, au moins que lui-même puisse décider qu'on puisse lui envoyer d'autres noms de leur regroupement ou soit de partis politiques respectifs. Mais la population a vraiment besoin de l'accompagnement de ces gouvernements parce que les gouvernements, la population contribue directement et indirectement pour la mobilisation des recettes publiques de l'État, c'est-à-dire par les impôts et taxes. Il y a des impôts indirects, il y a des impôts directs. Donc, lorsque la population attend trop souvent la sortie des gouvernements, des différents gouvernements, c'est pour résoudre leurs problèmes, répondre à leurs préoccupations. C'est par là que la population trouvera satisfaction. Vous savez que tout le monde parle des social. Nous voulons manger, nous voulons la santé pour tous, nous voulons l'école pour tous, nous voulons manger 3 fois, 4 fois la journée. Pour qu'on mange 3 fois, 4 fois la journée, il faudrait l'agriculture, la pêche, l'élevage. Mais trop souvent, ces secteurs-là sont négligés dans ces différents gouvernements, alors que ce sont des secteurs moteurs du développement d'un pays du tiers-monde. Nous sommes un État du tiers-monde.
on ne doit pas aller de gauche à droite. Il y a des secteurs clés qui favorisent le développement, comme on dit en économie de développement. Il y a l'agriculture, il y a les pêches, il y a l'élevage. Ce sont des secteurs moteurs que tout pays en voie de développement, tout pays sous-développé, à l'époque comme la Chine, le Brésil, faisaient des efforts et aujourd'hui, ils sont quand même parvenus à atteindre leurs objectifs. Très bien. Alors, il y a Serge Mal qui devait d'abord être avec nous, mais qui a été empêché à quelques minutes seulement du début de l'émission. Dernièrement, il a dit, pour être ministre aujourd'hui en RDC, il faut être fidèle de l'église de Philadelphie. Il faut être ami du chef de l'État, ami proche du chef de l'État. Appartenir à l'union sacrée. Il y a un quatrième critère qu'il avait donné ça là, mais j'ai déjà oublié le quatrième. Vous étiez là, non? Oui. Voilà. Vous vous rappelez encore? Oui. Est-ce qu'il avait menti? Bon, chacun a son avis, son constat des faits que je ne partage en partie. Vous savez que notre pays, nous avons tous besoin de développement. La problématique que je ne cesserai jamais de poser à chaque fois, depuis 60, aujourd'hui, nous sommes en l'an 2000 et en l'an 2025, il y a 65 ans d'âge, un État né, un État grandi et un État mère. Nous avons 65 ans d'âge en tant qu'État. Nous avons connu plusieurs gouvernements, depuis 60 jusqu'à nos jours. Nous avons connu plusieurs premiers ministres. Nous avons connu les professeurs d'université en tant que membres des gouvernements. Nous avons connu des intellectuels, des gens de la société civile, des gradués, des D6, des licenciés comme membres des gouvernements. Mais pourquoi, la grande problématique, pourquoi le Congo n'avance pas jusqu'à ce jour? C'est la question fondamentale que nous devons tous nous poser. Pourquoi est-ce que notre pays, nous continuons toujours à faire les cercles vicieux? Donc, c'est une question à réfléchir tous ensemble. On doit réfléchir profondément, à bon escient, afin de répondre à cette question en tant qu'intellectuel congolais pour que le Congo puisse avancer les jours à venir. Parce qu'il y avait Soumino 1, Soumino 2, demain, après-demain, il y aura, comme d'autres parlent, des dialogues. Je ne sais pas moi, il y aura dialogue, il y aura encore un nouveau gouvernement. Alors, il y a un téléspectateur qui voulait aussi savoir, je ne sais pas si vous pouvez lui donner une réponse. Il dit, ça, c'est un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement est-il issu des consultations initiées, j'ai dit ici, par le chef de l'État? Bon, le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui englobe toutes les parties. Mais, à la sortie de ce gouvernement, nous avons constaté que l'appellation de l'union nationale ne doit pas prendre part. Parce que... Donc, on ne parle pas d'un gouvernement d'union nationale. Non. On ne doit pas parler de l'union nationale parce que c'est un gouvernement à majorité, toujours de l'union sacrée. Donc, c'est un gouvernement que nous voyons presque les membres des mêmes regroupements. Donc, c'est un remaniement tout simplement. C'est un remaniement tout simplement. Parce que nous voyons la personne qui n'est pas de l'obédience de l'union sacrée, il n'y a que Adolphe Mozito. Si on voyait tous les caciques, ou soit les représentants de la politique congolaise dans le gouvernement, c'est par là qu'on allait parler d'un gouvernement de l'union nationale, un gouvernement d'ouverture. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on doit parler d'un gouvernement de l'union nationale, c'est juste un remaniement tout simplement. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi, surtout la personne qui n'a pas signé son message, qui voulait savoir si ce gouvernement était un gouvernement d'union nationale. Voilà, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un remaniement tout simplement. Ce n'est pas la présence d'Adolphe Mozito qui ferait que ce gouvernement soit d'union nationale. Parce qu'il y a plusieurs
personnes qu'on devait voir là, la société civile, l'opposition parlementaire, non parlementaire et autres, et cela n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, le dialogue tant prôné par l'Église catholique et l'ECC sera-t-il toujours d'actualité? Bon, parce que nous sommes déjà dans un... Les dialogues, d'ailleurs, il est toujours d'actualité. Les gens continuent de parler de dialogue. Il y a la proposition de la CENCO et de l'ECC, de l'Église catholique et de l'ECC, par rapport à leur tournée mondiale. Ils proposent plus qu'on puisse dialoguer de manière interne. Ils ont dit qu'ils sont pour le dialogue de Doha. Ils sont pour l'accord signé à Washington. Mais tant que nous n'allons pas discuter en tant que Congolais sur le plan interne, il n'y aura pas une paix durable. Ils n'ont pas aussi tort. Mais la grande problématique par rapport à leurs propositions, moi, en tant qu'intellectuel, la question que je me pose toujours, est-ce que nous devons toujours dialoguer avec les groupes armés? Les groupes armés non étatiques qui sont créés à chaque fois par le Rwanda et l'Ouganda continuent à semer la terreur dans la partie Est. Nous avons eu l'accord de Saint City. Il y a eu l'accord de Saint City qui a engendré un gouvernement d'1+4, un président et 4 vice-présidents. C'était une première au monde. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a une paix durable dans la partie Est? Je dirais non. De même aujourd'hui, par rapport à la proposition de l'Église catholique et de l'ECC, de la CENCO et de l'ECC, aujourd'hui on peut discuter aussi avec les M23 AFC et d'autres groupes armés. Et est-ce que la question majeure, est-ce qu'il y aura une paix durable? Parce que nous voyons déjà dans le passé, il y a eu pas mal d'accords signés avec les groupes armés, mais ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre de certains engagements. En droit international, on dit pacta sunt servanda. C'est-à-dire, il faut savoir respecter les accords signés. Mais lorsque nous voyons que nous signons avec les belligérants des accords, mais ces accords ne sont pas respectés, là, ça pose déjà un grand problème. Et aujourd'hui, si nous adhérons totalement à la proposition de l'Église catholique de n'exclure aucune partie pour une paix durable, et demain, après-demain, vous allez voir un autre groupe armé qui peut se créer dans la partie Est ou soit à l'Ouest, au Nord, soit au Sud. Nous allons à nouveau encore dialoguer. Et après-demain, donc, il nous faudrait réfléchir profondément, trouver des mécanismes nécessaires pour résoudre les problèmes de la paix durable en République démocratique du Congo. C'est que moi, personnellement, je déplore les processus lents que nous ont imposés les États-Unis d'Amérique. On croyait bien que les Américains devaient nous faciliter la tâche par rapport à leur puissance, de lever les tons, quitter la partie Est de la République démocratique du Congo, les groupes armés, quitter directement. Mais nous avons vu que les Américains nous amènent à un processus lent que moi, personnellement, je déplore. Très bien. Alors, nous avons annoncé au début de l'émission la condamnation par le gouvernement congolais du massacre de près ou de plus de 300 Congolais par le M23 AFC. Patrick, Cédric plutôt, comment est-ce que vous jugez ça? Il y a un accord de principe qui venait d'être signé à la fin du mois de juillet au Qatar, à Doha. L'accord de principe dit que les M23 gardent leur position et qu'on puisse donc tout le monde garde sa position. Oui, qu'on puisse observer un cessez-le-feu. Mais ce que nous voyons, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Lorsque les M23 tirent nos compatriotes, vous voyez que, disons, par rapport à leur intention, ils ne veulent pas de la paix. Malgré, parce que ce n'est pas le premier cessez-le-feu
qui a été violée, parce qu'il y a eu autant de cessez-le-feu édictés par la communauté internationale, voire même il y a eu une résolution 2773 de l'ONU en demandant les retraits, voire même des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, retrait immédiat. Mais jusqu'alors, cette résolution est sans effet. C'est l'un des bilans les plus lourds. Hein. On a mené une enquête qui va du 2 juillet au 2 juin. Donc ça fait un mois. On a constaté des exécutions sommaires des femmes et des enfants, donc des personnes sans défense. Pourquoi est-ce que le 1-23 procède par ces méthodes? C'est leur modus operandi afin de semer la terreur. Ce sont des gens qui ne veulent pas la paix. Ce sont des gens qui ont déjà leur agenda caché, qui ont leur cahier de charges. Tant que ce cahier de charges ne sera pas conclu ou soit adopté, accepté par les gouvernements congolais, et pour eux, ils vont continuer toujours avec leur politique de terreur, de tueries en violation des droits internationaux humanitaires. Vous savez que les crimes qu'on traverse à l'est de la République démocratique du Congo sont des crimes graves, des crimes contre l'humanité, génocide. D'ailleurs, on parle déjà des génocostes. Les génocostes, c'est un concept non reconnu en droit international. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse parler des génocides congolais tout court. À lieu place de parler des génocostes. C'est un nouveau concept qui n'est pas reconnu sur le plan international, mais au fur et à mesure, avec la vulgarisation, j'ose croire que ces concepts vont être insérés même dans les dictionnaires français. Donc, ces gens-là sont mal intentionnés. Ce que moi, je proposerais à ce nouveau gouvernement de faire à ce que, malgré qu'il y a un principe en relations internationales, malgré qu'il y a hostilité et il y a négociation, rien n'empêche que les hostilités continuent. Okay. Trop souvent, lorsqu'il y a cessé les faits, en voyant déjà les modus operandi, l'hypocrisie des rebelles, nous ne devons pas être en position d'observation. Nous devons être prêts à tout. Lorsque le cessez-le-feu est violé, nous devons directement répliquer, réagir, aller place de se plaindre, de dire à la communauté internationale, ces gens-là ne respectent pas. C'est nous, au contraire, qui devons imposer la paix dans la partie Est. Lorsqu'ils violent les cessez-le-feu, nous devons directement répliquer pour les faire reculer à la prochaine fois qu'ils ne reprennent plus par rapport à leur désengagement. Cédric, le gouvernement est déjà là. Il va encore prêter serment devant l'Assemblée nationale pour d'autres objectifs. Est-ce que les Congolais sont satisfaits de ce gouvernement à la tête, Judith Soumena Toloka? En majorité, en suivant les micro-baladeurs, au travers vos différentes émissions, nous avons vu que la population n'est pas satisfaite par rapport à la manière dont ce gouvernement a géré ce pays pendant plusieurs temps. Ce qui reproche plus au gouvernement, l'inertie de certains ministres. Par exemple, ils ont cité de l'agriculture. Nous avons plus de 80 millions de terres arables, mais nous continuons à importer le maïs, à importer les biens de première nécessité. Alors que, en tant que gouvernement, chaque ministre, chef de son secteur, devait faire mieux, devait être au four au moulin, amener un plus-value. Ce qui pose encore un autre problème, certains, lorsqu'ils sont nommés ministres, ils sont là que pour observer, ils sont là que pour peut-être signer les choses qui se répètent toujours. Hein. Vous êtes là, ce que vous trouvez, vous continuez seulement comme ça, mais il n'y a pas du nouveau, de l'innovation. Lorsqu'on vous nomme ministre, il faudrait qu'il y ait de l'innovation. La population déplore
par rapport à l'inertie de ces gouvernements. En parlant de la guerre, il y a un téléspectateur, en parlant de la guerre, ce téléspectateur dit qu'il n'a jamais senti l'impact ou les efforts de la première ministre. Laisse-moi quand même corriger un peu sa phrase là. Ah oui, oui, en quelque sorte, hein, parce que c'est un domaine de souveraineté. En principe, en tant que Premier ministre, hein, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Elle devait s'impliquer totalement dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce que nous voyons plus, c'est vraiment déplorable, voire même lorsque une chaussée est en chantier, ça peut passer plus de 2 ans, plus d'une année, plus de 6 mois, mais lorsque le chef de l'État va se décider de visiter, d'inspecter ces sites, vous allez voir directement les travaux vont continuer avec accélération. Je ne sais pas cette manière de faire. En tant que Premier ministre, elle doit être toujours là en train d'inspecter chaque secteur, inviter le ministre de la Défense à tout moment à discuter sur les questions de la sécurité, non seulement dans la partie Est, mais par rapport à toutes nos frontières de la République, y compris du côté ouest, côté nord, côté sud. À les places de rester. Vous savez, par rapport à la constitution congolaise, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais la personne qui gère au quotidien le pays, c'est le Premier ministre. C'est ce que le téléspectateur doit aussi comprendre, elle a totalement raison. C'est la Première ministre qui est la chef du gouvernement, elle doit faire un effort d'inspecter, de superviser tous les départements ministériels parce qu'elle est redevable devant le Parlement. Le Parlement peut aussi le licencier, le Parlement peut se décider par une motion de défiance. Est-ce qu'il fallait seulement garder Judith Souminois? Il y avait un peu de mots. Oui, est-ce qu'il fallait seulement la garder il y a une raison que j'ai entendue quelque part, vu les temps, parce que lorsqu'on nomme un nouveau Premier ministre, ça demandera qu'on puisse à nouveau travailler pour la composition d'un nouveau gouvernement. Ça peut prendre encore un peu de temps. Ils ont voulu juste garder celle qui était là, afin que les choses aillent un peu vite. Mais ce que moi, j'avais souhaité qu'on puisse nommer un nouveau Premier ministre pour des buts bien précis, alors, surtout la sécurité. Très bien. De l'État. Et les gens qu'on a déplacés, est-ce que c'est normal que l'on prenne la ministre de l'Environnement, par exemple, pour la ramener au ministère des Affaires sociales? Oui, c'est possible parce que et qu'on prend quelqu'un d'autre, on le met au ministère de l'Environnement, tandis que la personne qui a déjà pris du temps, qui maîtrise et qui a déjà initié beaucoup de choses, et là, on la déplace. Pourquoi on ne l'a pas laissé là? Je parle de F. Bazaïba, pour continuer et nommer de nouveaux ou de nouvelles personnes dans d'autres ministères où on a changé des animateurs. C'est ce qu'on déplore, une personne reste chef coutumier. Il y en a qui vont terminer tout le ministère. C'est-à-dire Zaki na ministère Oyo, Alongwe, Awa, Komi, Awa, Zaki na portefeuille, commerce extérieur comme en agriculture, l'agriculture, Olongwe na issu, Okomi Boy, Logo. Donc, il y en a qui vont terminer tous les postes ministériels. C'est ça, mais lorsqu'on remane, moi j'avais souhaité qu'on remane vraiment tous les ministères pour qu'on puisse voir une expertise nouvelle. On a fini. On puisse voir une expertise nouvelle, mais on a essayé un peu de permuter, parce qu'un intellectuel s'adapte toujours dans des circonstances. Il n'y a pas une étude faite pour devenir ministre de l'Environnement, ministre de l'Industrie, ministre ainsi de suite. Mais lorsque vous avez de l'expertise, vous allez toujours vous adapter dans les 15 premiers jours dans votre ministère. Vous voyez comment les dossiers se traitent et puis vous allez entrer directement en action. Très bien. Je pense que ce message nous vient d'un militaire ou d'un policier. Monsieur le journaliste, pourquoi notre pays veut... je corrige avec mon français. Pourquoi notre pays veut les dialogues avec les M23? Pourquoi pas mettre le matériel du combat à notre armée? Nous sommes là pour défendre notre pays.
vous voulez seulement les dialogues pour qu'on puisse faire entrer les Rwandais dans notre armée. J'ai de façon que le message est le cas. C'est un message apparemment d'un militaire ou de la police. La solution, ça fait partie aussi des propositions, mes propositions, pour que nous puissions préserver nos frontières, pour qu'il y ait une paix durable. Il nous faut une armée efficace. Merci. C'est par là qu'on termine, mes chers. Cédric, vous avez une activité le samedi, demain? Tout à fait. À l'église? Oui, nous fêtons... Un mot seulement, 30 secondes. Nous fêtons notre 30e anniversaire de la communauté. L'église se trouve à Malueka, au terrain régi. Nous appelons tout le monde de venir assister demain. À partir déjà de 14h jusqu'à 18h, l'invité, c'est la sœur Laure Lembambongo qui viendra agrémenter la soirée. Alors, ça se passe comment? C'est sur invitation? Sans invitation, Kouyate? Même l'invité invite, hein? L'invité invite, même pendant qu'on est en train de parler là, nous sommes déjà en train d'inviter les gens qui habitent Ngalima, qui habitent Don Bosco, les gens qui habitent Badiading, DGC, les gens qui habitent Magasin, les gens qui habitent Changu. Tous les districts, nous vous êtes invités de venir rehausser de votre présence demain samedi à 14h à l'église Mission Heure de Jésus-Christ qui se trouve à Malueka. Très bien. On a fini. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, cher Cédric. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.